À notre émission de la semaine, mettons le cap vers le Sénégal. Nous parlons des prochaines élections sénégalaises. Au Sénégal, Macky Sall ne briguera finalement pas le troisième mandat en 2024. Nous recevons à l'émission M. Lamine Niang, un membre de la diaspora sénégalaise, ici même à Montréal. En deuxième partie de l'émission, nous recevons une dame. Nous sommes allés dernièrement célébrer l'indépendance de la République démocratique du Congo. Vous avez eu l'occasion d'écouter quelques jeunes qui ont parlé de leur futur, de leur carrière. Eh bien, aujourd'hui, nous recevons une autre d'entre elles. Je vais vous faire une surprise. On ne la présente pas, elle va se présenter elle-même. Elle est née au Canada de parents congolais. Elle nous parlera évidemment de son avenir, de ses projets, de sa carrière. Comment est-ce qu'elle perçoit en fait le Québec et comment est-ce qu'elle perçoit l'Afrique. Et on termine le tout, mesdames, messieurs, avec la musique, bien sûr, avec la musique. Je vous laisse avec cette surprise musicale. Madame, monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Bienvenue à notre magazine de télévision. Bougez pas, ça va causer après ces messages publicitaires. Madame, monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. Et nous voilà de retour à notre magazine. Bonjour, j'espère que ça va très bien. Je vous emmène tout de suite là vers un pays africain dont on parle beaucoup dernièrement, en Afrique de l'Ouest. Il s'agit du Sénégal. Vous le saviez déjà, le Sénégal, où préside actuellement M. Macky Sall. En fait, dans l'actualité, on peut lire rapido presto, au Sénégal, Macky Sall ne briguera finalement pas le troisième mandat en 2024. Vous avez suivi comme nous tous les manifestations monstres qui ont eu lieu à Dakar et un peu partout au Sénégal. Nous avons avec nous à l'émission M. Lamine Niang qui suit de près la situation au Sénégal. Bonjour, comment ça va? Bonjour Harry, ravi de revenir à cette émission. C'est un plaisir de vous avoir de plus en plus. Alors, Macky Sall ne briguera pas le troisième mandat. Pourtant, on avait constaté qu'il y a eu quelques tripotages. Semblerait-il qu'il a essayé, mais... Vos commentaires? Harry, premièrement, je pense qu'en tant qu'Africain, on doit se désoler que lorsqu'un président de la République accepte de ne pas se représenter pour un mandat pour lequel il n'a pas droit, que ça suscite autant d'intérêt, autant de débats. Parce que ça devrait être la norme pour un président de la République de respecter la Constitution. Justement, mais qu'est-ce qui a provoqué cette crise quand on sait que lui-même, le président actuel, avec l'ancien président, il avait fait la même chose. Il n'était pas d'accord à ce que l'autre se représente ou même essaie de changer la Constitution. Et lui a essayé. Parce qu'on a eu en 2016 ce qu'on a appelé une réforme constitutionnelle où ça a été clairement dit que le président, il peut pas faire plus de 2 mandats consécutifs. Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'effectivement, vous avez bien fait de mentionner en 2011. En 2011, c'était Abdoulaye Wade qui était au pouvoir. Oui. Il a forcé une troisième candidature parce qu'il voulait briguer un troisième mandat. Malheureusement, ou heureusement, il a perdu l'élection. Et donc, c'est Macky Sall qui lui a succédé. C'est que ce même Macky Sall, à moult reprises, sur plusieurs tribunes, il a déclaré qu'il ne ferait pas plus que 2 mandats, qu'il allait respecter la Constitution, sauf que prenant certainement goût au pouvoir et avec sûrement l'incitation de son entourage, il a voulu justifier le fait qu'il avait droit à un troisième mandat. Et donc, on l'attendait. Il a été interrogé pendant, je peux dire, plusieurs années, parce que pendant 3 ans, il a laissé courir comme quoi il y aurait une possibilité qui se présente. Et il disait, ni oui, je réponds à une question d'un journaliste, je ne dirais ni oui ni non. Ou à un moment donné, on a vu des ministres de Macky Sall faire le tour des plateaux pour essayer de dire qu'il était à son 2e quinquennat, une façon de dire qu'il pouvait se représenter. Et donc, il y avait cette incertitude-là qui planait et
comme en 2011, ça a été quand même assez tragique. Ça a eu, quand Wade a voulu se représenter, les gens sont sortis manifester, il y a eu quand même mort d'hommes, il y a eu des gens qui étaient blessés. Et donc ce souvenir-là était encore vivace dans la mémoire des Sénégalais. On ne voulait pas revivre cela. D'autant plus que, peut-être qu'on en parlera, on est dans un contexte politique assez chargé, avec des arrestations, avec des gens qui ont perdu la vie lorsqu'on a voulu d'abord arrêter en mars 2021 Ousmane Sonko. Et donc, il y a eu des gens qui ont perdu la vie en juin. Donc, c'est très récent, là. En juin Ousmane 2023. Sonko, doit-on préciser, c'est donc l'opposant actuel. Donc, c'est l'opposant principal de Macky Sall, on en parlera certainement. Et donc, c'est dans ce contexte très, très tendu où Macky Sall ne voulait pas se prononcer. Et donc, pour les gens, c'était comme, il va sûrement refaire le coup d'Abdoulaye Wade. Fort heureusement, et là, c'est là où je dis que je reviens à l'Afrique en général, parce qu'on le sait, dans d'autres pays, des présidents restent longtemps. Justement, j'allais vous emmener vers cette autre question, mais je vais d'abord vous laisser terminer. Oui, c'est ça. Donc, dans ce contexte-là, Macky Sall, avec cette pression interne et aussi la pression externe, quand je dis pression interne, c'est de ce contexte-là très, très tendu. Et dans le contexte externe où il y a eu des plaintes au niveau de la CPI avec un avocat français, Juan Branco, pour ne pas le nommer, donc qui, avec d'autres personnes, d'autres avocats même de Ousmane Sonko, donc se sont réunis en fait pour déposer cette plainte-là à la suite de tout ce qu'on a constaté comme mort d'homme. Et ça a été étayé même la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, ainsi que Transparency International, ainsi que l'UNICEF, parce qu'il y a eu des enfants qui ont été utilisés comme boucliers. Donc tout cela, c'est dans ce contexte où d'abord à l'interne, mais aussi à l'externe, les Sénégalais ont manifesté, ont montré, je veux dire la diaspora sénégalaise, ont été fortement ébranlés, ont été fortement secoués par tout ce qui se passait au Sénégal lors de ces manifestations-là. Et Macky Sall, sentant qu'il ne pouvait pas se permettre encore de replonger le pays dans le chaos, a finalement décidé de ne pas se représenter. Et donc, oui, ses partisans vont crier urbi orbi que c'est un président qui a respecté la démocratie, c'est un président exemplaire, comme je le disais tout à l'heure, parce qu'on est c'est une oasis hein, d'accepter la Constitution dans un désert ou dans un océan africain où on ne respecte pas toujours la Constitution. Et en soi, oui, ils peuvent s'en enorgueillir, mais en réalité, c'est juste un respect de la Constitution sous la pression interne et externe. Je vais revenir ici sur un élément très frappant. On a constaté depuis un certain nombre d'années, puisqu'on parle de plus en plus de la démocratie, de l'émergence de la démocratie dans nos pays, de plus en plus, même si en 60, vous le savez, on parlait déjà de démocratie. On a vécu les coups d'État un peu plus dans d'autres pays. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de démocratie, mais on a également constaté que comme dirait ce chanteur ivoirien malien, on parle de démocrature. Les présidents, les chefs d'État, certains chefs d'État en Afrique, c'est devenu comme la mode ou le troisième mandat. Le troisième mandat, tout le monde veut quasiment faire ce troisième mandat-là et ça crée toutes sortes de situations et autres. Comment vous, personnellement, expliquez cela? Mais c'est le goût du pouvoir. Le goût du pouvoir et un manque de leadership. Ce que j'appelle un manque de leadership, c'est le fait aujourd'hui de ne pas être capable de s'inspirer de ce qui se fait ailleurs en termes de démocratie. Parce que lorsqu'on arrive au pouvoir, on présente à la population une vision à laquelle la population peut adhérer ou pas. Et une fois que la population accepte, je parle des normes, hein, des principes de la démocratie. Et donc, on est aussi tenu par un certain nombre de mandats, comme dans la Constitution qui dit qu'on ne peut pas se représenter plus de 2 fois. C'est 2 mandats pour la plupart du temps. Exactement. Par la suite, on cède le pouvoir à quelqu'un d'autre. Et donc, si on pouvait s'inspirer de ce qui se fait ailleurs, parce que justement, c'est ça qui permet à la population et même à celui qui préside aux destinées du pays de se dire, moi je suis là pour 2 ans et je veux marquer l'histoire. Donc je fais de mon mieux pour que après, si les gens après un mandat renouvellent leur confiance. Donc d'après vous, c'est vraiment le goût du pouvoir. Il y a le goût du pouvoir et le manque de leadership. Le manque de leadership dans le sens où on se dit, qu'est-ce que moi je peux laisser à la postérité? Qu'est-ce que moi je peux faire comme je peux laisser comme empreinte? Parce que c'est ça qui fait, quand les autres qu'on cite dans l'histoire humaine du monde, c'est des gens qui ont pu développer leur pays en une génération ou en 2 générations. C'est des leaders, on les appelle de vrais leaders. Parce que justement, ils ont eu cette
cette tendance ou ce penchant vers la prospective, de se projeter vers l'avenir, pour dire, moi, je sais pas ma personne qui compte, c'est pas mon entourage proche qui compte, mais qu'est-ce que je vais laisser comme héritage? Parler ici des hommes d'État. Les hommes d'État, exactement. Je veux revenir... moi, j'aime le mot homme d'État, on le sait, c'est galvaudé aussi. Hein. Il y a beaucoup de choses qu'on peut y mettre là-dedans. C'est pour ça que moi, je parle de leader. Et ça peut être un gestionnaire, ça peut être quelqu'un d'autre, mais c'est d'avoir ces principes et c'est d'avoir, tu vois, ce côté-là, d'être un vrai leader. J'observe ce qui se passe, vous et moi, y compris le public qui nous suit, nous observons tout ce qui se passe dans le monde. On parle beaucoup de démocratie, démocratie, pouvoir au peuple, démocratie, démocratie, démocratie. Et c'est un mot qui revient continuellement. On observe l'échiquier politique international. Nous constatons qu'il y a des pays qui sont devenus des grandes puissances qui ne sont pas nécessairement des démocraties. Je parle ici de la Chine. Démocratie telle que nous l'entendons, telle que l'Occident, en fait, l'entend. Je parle ici de l'ancienne Union soviétique, qu'on appelle la Russie maintenant. Certains autres pays dans le monde aussi. Et même certains pays du Maghreb aussi, Moyen-Orient comme tel, en Amérique latine aussi. Et quand on regarde un petit peu le fonctionnement de cette démocratie au sein des pays réellement organisés, qui ont vraiment, comment dirais-je, qui ont créé même ce système. Je parle de la Grande-Bretagne, je parle de la France, je parle ici des États-Unis. À titre d'observateur africain, je suis surpris. Je m'étonne. Je regarde les États-Unis, je regarde l'émergence des hommes comme Trump et autres. Dans un système démocratique, je m'étonne. Alors, je me pose cette question. Si chez eux, dans les pays qui ont créé ce fameux système, qui normalement devrait apporter la justice auprès de tout le monde, qui normalement, il n'y a plus d'injustice comme telle, si dans ces pays-là, ça pose des sérieux problèmes, et des très sérieux problèmes, dans le cas du Sénégal et de l'Afrique, vous qui vivez ici en tant que membre de la diaspora, qui observez comme moi, quel est votre commentaire là-dessus? Arrêtons-nous d'abord au terme, la démocratie, hein, parce que c'est ça le pouvoir sens, pouvoir au peuple. Le sens de votre question. Mais la démocratie, c'est un idéal. Un idéal, c'est quelque chose qui est une construction sans fin. Qu'on veut atteindre. Un rêve quelque part. Exactement. Et la démocratie en est un. C'est un idéal. On le peaufine, on l'améliore. C'est jamais quelque chose de complètement achevé. Et vous avez bien raison de citer ces pays-là qu'on considère comme des grandes démocraties où à chaque fois il y a des choses qui sont qu'on peut remettre en question. Il y a des choses qui sont à améliorer et c'est tout à fait normal. Mais vous savez, il y a quand même des principes sur lesquels on s'entend. Oui, on peut avoir un président de la République peut-être qui pourrait ne pas toujours respecter les droits humains, qui pourrait peut-être souvent ne pas toujours laisser la place nécessaire à l'opposition. Mais il y a un minimum. Et ce que j'appelle ce minimum-là et qui est la base de la démocratie, pour moi, c'est le respect, c'est-à-dire l'état de droit. C'est le respect de l'équilibre entre les différentes institutions, surtout quand on parle de l'exécutif qui fait son travail, le système, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Et vous avez cette impression que ces trois pouvoirs-là, ça ne fonctionne pas? Justement, c'est ça qui pose problème. Si nous, on revient dans le cas du Sénégal, où vous verrez que la justice est instrumentalisée aujourd'hui pour s'imposer ou simplement pour écarter. Est-ce que c'est pas vous qui le dites? C'est pas votre commentaire personnel? Non, pas du tout. Parce dans le cas de M. Ousmane, on parle ici de questions qui n'ont rien à voir avec la politique quelque part. Mais c'est ça. On parle ici d'autre chose là. Je reviens à cela. Quand je parle dans le cas du Sénégal, vous avez un président de la République aujourd'hui qui n'est pas capable d'abord de respecter les droits humains, ce que j'appelle les droits humains, j'en parlais tout à l'heure, c'est le fait aujourd'hui qu'il y a plus de 650 prisonniers au Sénégal, des prisonniers politiques, simplement sur la base du fait qu'on leur a empêché la libre expression de leur opinion sur Facebook ou simplement ils ont tenu des propos qu'on a considérés comme... Donc, selon vous, si je m'arrête bien, si je vous ai bien compris, selon vous, des Sénégalais qui s'expriment sur Facebook, qui donnent des éléments contraires à ce que la politique du pays fait, on les a arrêtés. Vous avez des preuves à l'appui. Oui, je donne l'exemple, on parle de Pastef, que dirige Ousmane Sonko. Aujourd'hui, le secrétaire général est en prison actuellement sur la base simplement d'un post Facebook. Mais lui-même. Pourquoi? On parle ici d'un cas qui n'a rien à voir avec la politique.
J'irai plus loin, on parle de femmes quelque part ici. Mais oui, on a parlé de femmes, effectivement, parce qu'il s'était rendu dans un salon de massage. Et ce qui s'est passé par la suite, c'est qu'il y a eu un complot d'État. Le complot d'État qui le visait parce que simplement cette femme-là, qui est celle qu'on a citée et qui dit avoir été violée et menacée de mort. Et donc, le processus normal a suivi parce qu'il y a une plainte qui a été déposée. Bien sûr. Et vous savez quoi, ce qui est intéressant, quand je parle de justice, il a été innocenté, Ousmane Sonko. Donc, cette femme avait menti. Mais bien sûr qu'elle a menti parce que déjà, dans le processus, elle-même, à un moment donné, a dit que c'était pas vrai ce qu'elle avait dit. Mais pourquoi aurait-elle dit cela? Mais justement, c'est ce que je parlais de complot d'État. C'est ça le complot, parce que c'est un homme qui gêne Ousmane Sonko. C'est le principal opposant au pouvoir de Macky Sall. Et comme c'est une habitude dans les pays où souvent on cherche toujours à écarter l'opposant qui est comme encombrant. Mais dites-moi, pourquoi est-ce que Macky Sall écarterait-il son opposant puisqu'il ne peut pas se présenter après 2 mandats? Mais là, il n'a droit qu'à 2 mandats et non 3. Mais justement, tout simplement, il y a seulement moins d'une semaine que Macky Sall a décidé, a déclaré qu'il ne se présenterait pas. Mais l'affaire Ousmane Sonko précède la déclaration. C'est-à-dire, je vous ai dit tout à l'heure que pendant 3 ans, il a maintenu le flou sur sa candidature. Mais entre-temps, l'effet Ousmane Sonko a pris tout son élan. Ousmane Sonko est devenu l'espoir de tout un peuple, est devenu celui qui, avec des sondages qui ont été faits, qui ont démontré que c'est le potentiel successeur de Macky Sall. Il a la jeunesse derrière lui. Il a la personnalité. Et encore une fois, mais c'est important pour ce qui nous écoute de comprendre que justement, il a été blanchi par la justice par rapport à la plainte de départ qui visait le viol et les menaces de mort. Dites-moi, êtes-vous objectif? N'êtes-vous pas vous-même un partisan de ce monsieur? Oui, je l'assume que... Vous êtes un partisan d'Ousmane Sonko. Je l'assume parce que Ousmane Sonko, mais au-delà du simple fait que oui, il y a cette partisanerie, mais j'essaie d'être le plus objectif dans l'analyse. L'êtes-vous réellement, frérot? Oui, je le suis, je le suis. Parce que je pense public, les Sénégalais qui vous suivent maintenant, doivent-ils vous prendre très très au sérieux? Ah, mais clairement. Mais parce que je pense qu'il y a une fois, on en parlait. Aujourd'hui, Ousmane Sonko, son parti ou la coalition qu'il dirige, a gagné les élections depuis l'existence de son parti ici au Canada. Il y a eu des élections en 2017, il y a eu des élections en 2022, l'année passée, et il dépasse de très loin le parti au pouvoir. Et le Canada, quand même, Henri, on partage ce pays, c'est tout sauf un pays où l'immigration n'est pas une immigration d'une certaine façon très intellectuelle, c'est des cadres, c'est des gens souvent capables de prendre le recul nécessaire par rapport à ce qui se passe. Donc, ils ne vont pas voter comme ça, simplement soutenir un homme pour le soutenir. Donc, je pense que c'est parce que Ousmane Sonko a été capable de leur vendre une vision claire d'infinies possibilités pour l'Afrique, mais pour le Sénégal, plus précisément. Mais quand on regarde le Sénégal aujourd'hui, du moins de mon œil d'observateur lointain, je regarde le Sénégal, je dis, bon Dieu, l'actuel président travaille. On voit qu'il y a des choses qui se font. On voit que le pays évolue, contrairement à d'autres pays, aux autres pays d'Afrique. On voit que le Sénégal, quand même, il y a des choses qui se font. Il y aura un train là bientôt. Enfin, on voit des choses, on voit. Ça vous fait rire? Mais ça fait rire parce qu'il est très facile aujourd'hui, avec les découvertes de pétrole, de gaz, avec les ressources que le Sénégal regorge. Et ce n'est pas seulement le Sénégal. Il est facile aujourd'hui d'aller chercher de l'argent, d'ailleurs. Il est facile aujourd'hui il est facile d'emprunter de l'argent. Et donc, le Sénégal n'a jamais été autant endetté, oui, depuis que le Sénégal existe. Et donc, quand on est capable d'aller chercher de l'argent qui n'est pas nécessairement, et qu'on sait que c'est de l'argent qui va être payé, un endettement, une dette qui va être payée par des générations futures pendant très 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 longtemps, par les générations qui viennent, et qu'aujourd'hui, avec cet argent-là, justement, on veut se maintenir au pouvoir, on va essayer un tout petit peu, et je pense que moindrement, n'importe quelle personne qui serait à la place de Macky Sall pourrait faire 10 000 fois plus que ce qu'il fait. Et donc, pour cet argent-là qu'on a emprunté, oui, on doit être en mesure, à mon avis, c'est de l'argent public, d'être capable de faire un train, d'être capable de faire un tramway, d'être capable de faire, ne serait-ce que quelques infrastructures. Mais ce n'est pas ça souvent qui est le plus important. Mais encore une fois, c'est l'état de droit. C'est d'être capable, et nous, ce qui fait que dans ce pays, nous y vivons. Nous aimons l'ambiance, le climat social, politique, mais c'est parce qu'il y a la paix. C'est cette capacité-là, lorsqu'on veut
aller au travail, de pouvoir le faire, lorsqu'on veut exprimer son opinion, de pouvoir le faire. À la suite, est-ce que l'état de droit dans la majorité des pays africains n'est-il pas un rêve en couleur? Ça, c'est mon avant-dernière question. L'autre dernière question, la situation politique telle qu'elle sévit actuellement sur le continent africain, je parle de l'Afrique de l'Ouest, où on a senti une certaine manifestation contre la France, contre la présence française comme telle. On se pose des questions. Qu'est-ce qui reste à la France comme stratégie, comme jeu? Il reste la Côte d'Ivoire, il reste le Sénégal, il reste Macky Sall, il reste Alassane Ouattara. Je ne vais pas loin, je vous laisse, allez-y. Mais il faut qu'on en arrive encore une fois à une possibilité et à ce climat-là où on respecte l'Afrique. Parce que là, on parle de l'Afrique en général. Et ce respect-là, c'est quoi? C'est d'être capable, nous, comme Africains, de pouvoir établir des partenariats gagnant-gagnant avec n'importe quel pays. Malheureusement, avec l'histoire de la colonisation, la France continue de considérer l'Afrique, surtout la sous-région Pensez-vous que la France acceptera de carré. Mettre de côté les accords signés avant l'indépendance de nos pays, les accords signés par Léopold Sédar Senghor? Pour moi, ce n'est pas à la France de le faire, c'est à nous, Africains, de pouvoir nous imposer et de déterminer c'est quoi les termes de l'échange que nous voulons avoir, autant avec la France qu'avec le reste du monde. Mais il faut qu'on arrête, nous, en tant qu'Africains, ce complexe-là de penser que les idées, la vision des autres doivent nous être imposées. Et c'est à nous de pouvoir nous réaffirmer, de dire que voici comment on veut que nos relations se fassent entre nous et le reste du monde. Je vais vous laisser le mot de la fin. Je ne commenterai pas. Je vous laisse le mot de la fin. Allez-y. Alors, on a aujourd'hui un président de la République qui a décidé de ne pas se représenter. C'est tant mieux pour le Sénégal. Macky Sall. Le président sénégalais. Mais le Sénégal vit encore dans une incertitude au niveau social parce que, encore une fois, on a Ousmane Sonko, qui est le président du parti PASTEF, le leader de l'opposition, qui vit dans un blocus. Sa maison aujourd'hui est bancarisée. Il ne peut pas sortir de chez lui. Il y a la police, la gendarmerie qui encercle son domicile. Il vit en résidence surveillée. Je le disais tout à l'heure, il y a plus de 650 prisonniers politiques sous le régime de Macky Sall. Aujourd'hui, le PASTEF ne peut pas, comme les autres partis, s'exprimer, organiser des manifestations, organiser des meetings, organiser des activités politiques comme les autres peuvent le faire. Et pire, c'est qu'aujourd'hui, Macky Sall est toujours dans cette logique de vouloir écarter de la présidentielle le leader de l'opposition. Et donc, ce qui risque d'arriver encore au Sénégal, comme je le disais tout à l'heure, on a vécu cet épisode sombre en mars 2021 et en juin 2023. Et ça risque de se reproduire si Macky Sall s'entête à vouloir écarter de l'élection son principal opposant, Ousmane Sonko. Je vous remercie pour cette interview. Vous ne verrez pas d'inconvénient qu'on puisse recevoir l'ambassadeur du Sénégal au Canada pour donner, n'est-ce pas, le contrepoids par rapport à vos affirmations. Sans aucun problème. Merci beaucoup. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie, Henri. Alors voilà, madame, monsieur, restez là. Nous sommes de retour tout de suite après ces réclames publicitaires. Madame, monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout